Bon, chers collègues, bonsoir à tous. Merci d'être nombreux et nombreuses pour ce cycle de cinéma. Donc, je vais être très bref parce que ce n'est évidemment pas moi du tout que vous êtes venus écouter, mais je voulais quand même ouvrir formellement ce cycle. Je suis ravi de partager avec vous ce temps d'ouverture. C'est le 3e cycle de cinéma que nous conduisons dans cette école, après une édition qui a été consacrée aux filles. C'était la première édition donc en 2017 ou 2018, et puis une 2e édition consacrée aux enfants de l'exil, donc aux mineurs non accompagnés, pour nous, si vous voulez. Ça, c'était la fois dernière. Et nous avons voulu, en fait, ici, dans cette école, créer un cycle de cinéma pour une raison très simple, qui consiste dans le lien qui nous paraît, en tous les cas, assez naturel entre le cinéma et l'éducation, entre ce qu'on peut voir et comprendre du monde grâce aux récits et aux images des réalisateurs et la manière d'amener un enfant ou un adolescent, évidemment, vers le monde par les chemins que l'éducation fait faire. Et alors, on avait donné une petite devise à ce cycle de cinéma qui vaut ce qu'elle vaut, mais vous comprendrez tout de suite le sens. Nous disons que l'éducation mène au monde quand le cinéma montre le monde, et donc ces deux-là sont faits pour se répondre. Alors, celles et ceux qui sont stagiaires dans cette salle aujourd'hui verront dans leur parcours de formation, si ça n'est déjà fait, que le cinéma est en fait très mobilisé à la protection judiciaire de la jeunesse, au-delà de ce petit cycle à l'école, comme vecteur d'émotion et d'apprentissage. Nous sommes à l'école et à la PJJ en général partenaires du Festival international du film d'éducation qui a lieu tous les ans à Évreux début décembre, donc c'est dans quelques jours. On a d'ailleurs souvent une délégation de l'école qui y va. Donc ça, c'est un de nos partenariats. Et puis, surtout, dans les structures éducatives, dans les établissements de placement, même parfois dans des STEMO, nous avons une opération, vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Dessiner la vie ». Et cette opération, elle vise à partager avec des enfants et des adolescents confiés à nos services des courts-métrages pour aiguiser leur esprit critique, à la fois sur les différentes manières de faire du cinéma, qu'ils voient plusieurs manières de faire du cinéma, et puis, évidemment, leur esprit critique sur le fond des sujets traités par les films. Et donc, celles et ceux ici qui entament dans quelques jours leur seconde séquence de stage verront peut-être cette opération dans la structure où ils vont aller. Et évidemment, je les encourage à y prendre part eux-mêmes et elles-mêmes si évidemment ces sujets vous intéressent et si vous êtes vous-même, comme plusieurs d'entre nous ici, fondus de cinéma. Cette année, vous l'avez compris, nous avons fait le choix de nous pencher, donc, après les filles et les mineurs en exil, nous avons fait le choix de nous pencher sur le sentiment amoureux à l'adolescence, à travers le titre « Éducation sentimentale ». Et il est d'ailleurs sans doute permis, peut-être que ce sera un des objets des tables rondes, il est sans doute permis de se demander si le sentiment, y compris amoureux, peut être éduqué. Ce choix, nous l'avons fait pour 3 raisons. La première, c'est la plus institutionnelle, et donc je vais passer vite dessus, mais il faut que vous la sachiez quand même. Elle tient à ce que, comme vous le savez sans doute, la vie affective et sexuelle des adolescents fait intégralement partie du cursus de formation dans le module santé et promotion de la santé. C'est important de le dire, puisque chaque année, en fait, le thème du cycle de cinéma est adossé à une thématique obligatoire du parcours de formation. La deuxième raison tient à une évidence, et c'est plus fondamental pour moi de le partager avec vous, à une évidence que les institutions, notamment éducatives, oublient trop souvent. C'est que la puberté, l'éveil à la sexualité, l'éveil aux sentiments amoureux sont l'une des grandes affaires de l'adolescence, si ce n'est l'affaire principale de l'adolescence. Et en tous les cas, c'est l'une des choses qui nous fait tous passer clairement de l'enfance à l'âge adulte. Et si les institutions n'ont évidemment pas à s'intéresser et à s'occuper de trop près de ces affaires qui sont d'abord des affaires intimes, elles ne doivent pas non plus les ignorer et les professionnels que nous sommes doivent être assez éclairés sur les enjeux, la place et les effets de la puberté et du sentiment chez les jeunes confiés aux institutions. Et puis la troisième et dernière raison, qui est d'ailleurs en lien avec la précédente, et je vous le dis pour vous faire sourire, mais c'est sérieux,
c'est qu'il n'est sans doute pas interdit de penser que l'amour est un puissant levier de ce qu'on appelle la désistance. C'est-à-dire, vous savez, la désistance, c'est ce mécanisme par lequel quelqu'un qui commet une infraction quitte l'infraction, en tous les cas, quitte l'envie ou le besoin de commettre un délit. Et j'y pense parce que ça nous a été résumé il y a peu de temps par une de nos collègues chercheuses qui elle-même rapportait les propos d'un jeune qu'elle avait rencontré dans le cadre d'une de ses recherches et qui lui avait dit « Si ma copine me quitte, je recommence les conneries ». Et pour moi, tout est dit dans cette phrase, si vous voulez, plus encore qu'un grand discours. Tout est dit dans cette phrase qui nous rend d'ailleurs sans doute très modestes sur le pouvoir de l'éducation. L'éducation a évidemment un pouvoir, mais elle n'est pas la seule à provoquer des bifurcations dans la vie des jeunes qui nous sont confiés, et c'est tant mieux. Nous allons donc nous pencher sérieusement, mais pas trop, parce que ça reste aussi du divertissement, parce qu'on est en début de soirée, parce que c'est le début de l'automne, etc. Nous allons donc nous pencher sérieusement, mais pas trop, sur cette histoire-là, à travers 3 prismes, donc les 3 soirées qui viennent. Celui du langage, d'abord, ce soir, la déclaration d'amour, parce qu'on commence évidemment une histoire en nommant les choses, et nous allons le faire beaucoup autour du film d'Abdelatif Kechiche, L'Esquive. Demain, nous aborderons la variété, la pluralité des amours, et donc la liberté d'aimer comme on le souhaite, avec notamment Naissance des pieuvres de Céline Sciamma. Et puis nous terminerons mercredi par un sujet qui nous occupe, voire qui nous préoccupe souvent en matière éducative, qui est la place réelle ou fantasmée prise par Internet dans la relation amoureuse aujourd'hui. Et nous le ferons autour de Trust, qui est un film de David Schwimmer, qui date d'une dizaine d'années. Et nous verrons, d'ailleurs, c'est assez drôle à voir, nous verrons des changements qu'il y a eu déjà en 10 ans sur la place d'Internet dans la relation amoureuse, mais aussi quelques permanences. Avant de conclure ce propos d'introduction, je voudrais remercier très chaleureusement celles et ceux qui ont construit ce moment à mes côtés dans le comité d'organisation. Je pense à Bénédicte, Véronique, Aurélie, Zora, Guillaume, Jean-Baptiste, mais aussi celles et ceux qui vont le faire vivre. Véronique, d'ailleurs, Blanchard, qui va animer la soirée juste après la projection. Aurélie Roussel qui va animer la soirée de demain, Jean-Baptiste Vatio qui va animer la soirée de mercredi, et puis nos intervenants, Yael Mselem, Régis Revenin, Amandine Carvella, qui bien sûr vous seront présentés par les animateurs des tables rondes, et puis remercier déjà pour sa fidélité à l'ENPJJ et sa permanence sur les 3 soirées, Tiffany Tavernier, auteure, écrivaine, scénariste. Chaque moment, vous l'avez peut-être lu dans le programme, donc sera constitué de projections de longs et courts métrages et puis d'une table ronde. Et ce soir, donc, nous terminerons cette séquence à 20h15 par un buffet dînatoire que nous pourrons partager tous ensemble. Donc en attendant, bonne projection, bonne soirée et bien sûr, vive le cinéma. Magari a dónde vas? Salgo un minuto. Habla con Clemente de l'escalier. Qu'est-ce que t'as? Fais pas arme à ton innocent. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait une semaine, je te cherche partout, je t'appelle partout. Tu veux pas me répondre? Mais attends, déjà, mon téléphone, j'ai même plus de crédit, j'ai tout gâché. Ouais. Et j'ai voulu appeler de chez moi, laisse tomber. Ma daronne, elle a reçu la facture. Ouais, c'est ça. Et ta mère, elle t'a pas dit que je t'avais appelé? Non. Ouais, c'est ça, ouais. Et tes potes? Mako, t'as pas dit? Patty, t'as pas dit? Non, C'est un complot, quoi. Ils m'ont rien dit. En plus, j'ai essayé de t'appeler, c'était toujours occupé. Ah. Mais t'arrêtes de mentir un peu? Mon téléphone, je m'en suis même pas servi, j'attendais que tu m'appelles. Je crois que je l'ai pas fait avant toi, ça? De toute façon, je veux plus de toi. Vas-y, c'est fini, dégage. Mais vas-y, viens, on oublie ça. Non. Dis-moi. Vas-y. Vas-y, pour une semaine. C'est fini. Voilà. Mais tu viens comme ça, tu crois que je suis ta pute? Sale connard, va. Culé, va.
Ah oui, d'accord. Donc là, je parle en face de moi. Ok, c'est du direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis absolument ravie d'animer cette table ronde. Donc, je vais prendre 2 minutes pour présenter les 2 intervenantes qui sont autour de moi et puis je lancerai les premières questions et j'espère qu'on aura aussi un tout petit peu de temps pour débattre avec vous dans la salle. Donc, à ma gauche, Yael Amselem-Menghi, qui est sociologue, chargée de recherche à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, on dit l'INJEP, rédactrice en chef de la revue Agora Jeunesse, dont vous avez certainement vu déjà des numéros à la médiathèque et que je vous conseille toutes et toutes d'aller lire. Donc Yael a en tant que sociologue, plusieurs domaines d'expertise, la santé, la sexualité, la prison, tout ça souvent dans le cadre de la jeunesse, avec des analyses en termes de classe et de genre. Et elle aura ce regard-là pour analyser le film qu'on vient de voir. Le dernier ouvrage paru de Yael Amselem s'appelle « Les filles du coin », vivre et grandir en milieu rural. Ça a été édité aux éditions Sciences Po. Et d'ici quelques jours, Yael saura, puisqu'elle a été dans la shortlist du prix Télérama France Culture et Arte France Culture, pardon. Et elle saura dans quelques jours si elle est lauréate ou pas, on croise les doigts. À ma droite, Tiffany Tavernier, une habituée, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric Faure, de notre festival, le NPJJ fait son cinéma. Donc, comme l'a dit aussi Frédéric, Tiffany Tavernier, vous êtes romancière, vous êtes scénariste, vous avez les 2 derniers ouvrages que vous avez écrits sont Roissy et L'Ami, qui sont 2 très beaux livres, qui ne sont pas exactement sur nos thématiques, mais que je vous invite quand même tous et toutes à découvrir. Et puis, vous êtes une amoureuse du cinéma, et c'est ce regard-là qui nous intéresse ce soir. Donc, si vous le voulez bien, je vous laisse la parole pour que vous nous fassiez en une quinzaine de minutes une analyse filmique, de ce film dans le cadre de l'éducation sentimentale, dans le cadre de l'éveil de l'amour, dans le cadre du désir et de cette rencontre ou non-rencontre entre ces adolescents. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de revenir ici dans cette grande salle, et puis il y a beaucoup de monde, ça fait plaisir aussi. Alors ce film, il faut connaître la date quand même, on est en 2004 quand le film sort. Et il a pour beaucoup d'aspects, il est très novateur. Le metteur en scène, Abdelatif Kechiche, invente. En tous les cas, dans ce film, oui, il invente quelque chose qui n'a jamais été vu. Il faut le préciser quand même au cinéma, dans sa façon de filmer et sa façon d'introduire le sujet qui est celui de cette pièce jouée, c'est pas tout à fait le sujet, mais en tout cas, d'entremêler Marivaux, la langue de Marivaux et celle et d'immerger Marivaux à l'intérieur d'une cité. Alors, comment il s'y prend? D'abord, pour faire une analyse d'ensemble, tout le film, vous l'avez vu, vous venez de le voir. Déjà, d'un point de vue technique, la caméra est à l'épaule à quasiment 100%. On est constamment sur une image qui filme en plan hyper rapproché les personnages, ça tangue, ça bouge, la lumière est, on pourrait presque parler d'un film naturaliste, bien que, en tout cas, se faisant passer pour un film presque documentaire, on est en immersion totale à l'intérieur de cette cité, mais quand je dis à l'intérieur de cette cité, pour 90% à l'extérieur, qui devient elle-même un lieu de théâtre. Je vais en reparler dans ce film. C'est presque une théâtralisation de la cité, j'en reparlerai. Cette caméra, cette lumière très naturelle, elle ne l'est pas tant que ça quand on regarde 3 ou 4 fois le film. Par exemple, le personnage de Lydia est éclairé et les filles, quand elles jouent, quand elles se mettent en scène ou quand elles répètent, l'arène où les répétitions ont lieu à l'extérieur, la lumière est à chaque fois dorée, presque...
C'est presque un projecteur, j'imagine qu'il a mis un projecteur, un filtre pour éclairer les cheveux de Lydia, qui devient un personnage, quand on la regarde, les autres sont dans l'ombre et elle, soudain, surtout quand c'est Crimo et lui et elle qui parlent, tout d'un coup on a une lumière qui est travaillée, qui ne paraît pas comme telle, mais qui est travaillée. Quand je dis aussi, quand je parle d'immersion, on sort jamais, sinon une seule fois, de cette cité. Donc, Keshish, ça va le plus vite on l'appelle comme ça dans le cinéma, prend sa caméra et va suivre les personnages. Il va rester dans cet enclos, c'est presque un huis clos. Ce film, c'est presque un huis clos extérieur où les barres de la cité forment une barrière qu'on ne peut traverser, qui ne se traverse qu'une fois. J'essaierai d'en parler parce que c'est très important le moment où ils franchissent cet espace. Un autre espace est une barrière. On parle de cet âge et de l'éveil amoureux et de la difficulté de se dire et d'entrer dans une intimité et de se déclarer. C'est l'intérieur des immeubles. Les gens qui franchissent, on ne voit l'intérieur des immeubles, on ne voit que l'appartement de Crimo. Sinon, on ne parle et on ne se raconte et on ne commente ce qui se passe qu'à l'extérieur. Ça ne se passe jamais à l'intérieur. C'est important aussi de le souligner. Tout le monde de l'adolescence ici, tel qu'il est vu et filmé par Keshish, c'est à l'extérieur, avec un distinguo très clair entre la bande des filles et la bande des garçons, deux espaces, deux genres, vraiment très marqués pour le coup, et que ne vont franchir que à chaque fois un personnage, soit Crimo, soit Magali, soit il y a un va-et-vient entre les bandes. Voilà, mais c'est pas deux bandes, les deux bandes ne se parlent pas. Il y a deux bandes avec deux espaces très différents au pied des immeubles, et il y a ce va-et-vient avec effectivement des commentaires des uns et des commentaires de l'autre sur ce qu'il se passe, comme dans une pièce de Marivaux. Absolument comme dans une pièce de Marivaux. Nous avons toujours les commentaires sur le fil amoureux, l'histoire amoureuse de chacun des personnages principaux qui sont ici Crimo et Lydia. Alors peut-être que du coup, là, je peux te donner la parole à Yael parce que je pense qu'il y a... Alors, d'abord, quel effet ça fait à une sociologue de regarder un film qui, comme vous l'avez dit, est surréaliste et en même temps très réaliste, pas surréaliste, très réaliste, et qui en même temps est une fiction. Est-ce qu'on regarde ça quand on est sociologue avec un regard de sociologue sur un terrain, ou quelles sont les différences avec le terrain, justement? Et sur cette question de bande de filles, bande de garçons, dans le cadre de tes recherches autour justement de ce qui se passe du côté des filles, du côté des garçons en matière d'éducation sentimentale, qu'est-ce que toi tu peux en dire? Alors, tout d'abord, forcément, c'est difficile de séparer mon regard si je regardais un film et puis quand je le regarde en tant que sociologue, c'est mon boulot et le problème de sociologue. Je pense que c'est un peu comme quand on est éducatrice ou éducateur. Même quand on n'est pas sur nos heures de travail, on regarde des films avec nos yeux de travail et nos yeux perso. Alors forcément, quand j'ai regardé L'Esquive, je me suis rappelé que ça se passait en 2004. On voit à quel point le numérique est absent, présent. C'est le début des 3310 pour les vieilles et vieux qui sont dans la salle. Mais c'est des smartphones qui prennent pas de photos. C'est pas des smartphones d'ailleurs. On n'est pas connecté à Internet. Mais ce qui est important, notamment sur la place des unes et des autres et de qui va venir raconter quoi à qui et qui se fait transmetteur. Qui fait l'objet du MMS en fait. Et donc on va voir combien le garçon, le copain fait l'objet du MMS et combien la copine fait l'objet du MMS. On va voir aussi que finalement derrière le couple adolescent, finalement le couple c'est pas juste deux personnes mais ça implique tout le groupe de pairs et c'est des choses que vous devez voir et j'imagine et ou que vous avez vécu également. Mais forcément ça implique bien plus que finalement une personne qui va dire oui à l'autre éventuellement ou non. En fait, je repartirai peut-être rapidement d'une citation du film, où à un moment, il y a une citation de Marivaux qui dit « Vos sentiments ressembleraient à ceux de tout le monde ». Oui, mais... Oui, dans ce film, on voit que les sentiments,
les sentiments qui sont éprouvés dans ce film ressemblent à ceux de tout le monde. Mais il y a un enjeu de classe sociale très fort. Alors c'est en plus mis en scène et surjoué, puisque Marivaux, c'est l'histoire des classes populaires et des classes bourgeoises. Mais là, on est au sein des classes populaires en cité d'habitat social, a priori de banlieue parisienne, vu la météo, vu plein de choses, sur lesquelles j'aurais pas le temps de revenir. Mais pour autant, on voit bien que les relations sentimentales, et presque, moi je dirais même sexuelle, parce qu'en fait, ça parle de sexe tout le film, sans qu'on en voit et sans qu'on dise le mot. Mais dans tout ce qui est, dans tout ce qui fait partie de la sexualité relationnelle, finalement. De soi, de soi avec les autres, de soi avec l'autre, le ou la partenaire, de soi avec le reste du groupe, et du groupe avec l'autre groupe. Et on va voir qu'il y a tous des enjeux de codes de classe qui vont se faire, qui vont se jouer. Alors c'est rigolo parce qu'en 2004, on parle du pigeon. Aujourd'hui, on parle du canard pour décrire les mêmes garçons, ceux qui acceptent tout. Alors du coup, voilà, à qui on va reprocher des choses, de ne pas être assez viril. Et donc, il y a toute une construction de la masculinité et de la féminité dans ce film qui sont surjoués, mais qui rendent compte malgré tout d'un ordre de genre dans un contexte ultra hétéronormatif dans lequel finalement on baigne encore beaucoup en France. Alors, est-ce que les sentiments ressembleraient à ceux de tout le monde? Oui, mais pas avec les mêmes enjeux à l'adolescence, puisqu'on est sur le début des relations amoureuses, des relations sexuelles. On est sur le début, mais aussi les enjeux de réputation. Alors, vous avez bien entendu, comme moi, que pour les filles se joue la figure de la pute, pour les garçons se joue la figure du PD, et toute la cristallisation, elle est autour de ces deux grandes figures-là, qui rappellent à l'ordre de genre qu'est-ce qui est attendu dans le comportement des filles, qu'est-ce qui est attendu dans le comportement des garçons, et des figures auprès desquelles il faut se distinguer. Quand on est une fille, il ne faut pas être une pute. Quand on est un garçon, il ne faut pas être un PD. Et puis, pour terminer, ce n'est pas les mêmes enjeux pour les filles et pour les garçons. Donc, les sentiments, ils ne prennent pas la même place. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans tout le film. C'est comment parler de sentiments sans parler de sentiments, comment ça se joue dans le regard, comment ça se joue dans... Surtout, on ne dit pas les mots, est-ce que tu veux sortir avec moi? Je ne sais pas. Et elle ne donne pas sa décision et elle ne se prononce pas. Et en fait, il y a un mot qui ne ressort pas et peut-être qu'il serait présent dans un film d'aujourd'hui, c'est le consentement. Mais il y a plein de moments où, en fait, il y a la question du consentement qui se joue. Quand Magali ne veut plus sortir avec Crémo, il y a un enjeu de consentement. Quand le copain de Crémo tape la copine de Lydia, il y a un enjeu de consentement. Quand Lydia dit « je ne sais pas si je veux sortir avec lui » et tout le monde lui met la pression, il y a un enjeu de consentement qui viennent finalement rappeler combien le consentement, sur lequel on va beaucoup et encore beaucoup trop souvent penser que c'est un rapport de soi à l'autre et uniquement, en fait, le consentement, c'est de soi à soi d'abord, c'est de soi avec le ou la partenaire et puis c'est de soi avec l'ensemble du groupe social dans lequel on vit. Et c'est quelque chose qui est extrêmement présent ici dans le film, qui n'est pas abordé comme tel, parce que ce n'est pas un film de sociologie avec un cours magistral de sociaux, mais pour autant qui rappelle bien l'univers social et la place du groupe de pairs et l'absence des parents, ce qui ne veut pas dire que les parents ne sont pas là, et en l'occurrence les mères, auxquelles elles repassent, elles font à manger, on a bien compris. Il n'y a pas de père ou très peu de pères, mais pour autant, il y a l'ordre de genre qui est rappelé tout le temps. Les filles, quand elles ne peuvent pas sortir, c'est pour s'occuper des petits ou c'est pour faire à manger. C'est pas parce qu'elles ont des devoirs ou qu'elles ont une activité ou qu'elles jouent aux jeux vidéo. En 2004, il y avait déjà de jeux vidéo. Et donc, on va voir combien, finalement, l'ordre de genre et le contexte hétéronormatif est extrêmement présent et rappelé dans ce film. Merci beaucoup. Je suis sûre que ça va vous faire rebondir, Tiffany. Bien sûr, il y aurait tellement de choses à dire. C'est là où ça devient compliqué, c'est d'essayer de ramasser. Oui, les genres sont partagés, il y a des codes. Vous l'avez compris, de tout le film, effectivement, Kéchis s'évertue à rappeler ces codes mais par où il entre et par quelle fenêtre il utilise, c'est le langage. C'est évident, là, qui prend toute la place du film, le langage et la fracture entre deux langages, le langage de la réalité et le langage, on va dire, de l'imaginaire du théâtre, de la représentation, aussi du fantasme, le théâtre. Et donc, on a une langue qui est une logorée totale dans le film, une immersion absolue de cette logorée. Ça crie, ça hurle, ça bouge comme la caméra, ça ne s'arrête pas. On est constamment à l'intérieur de cette langue qui véritablement, moi j'ai du mal à suivre. Bon, je viens d'une génération qui a découvert ce langage. Je le trouve absolument incroyable. Il est d'une drôlerie. C'est des joutes
oratoire, une rapidité ça crie aussi beaucoup, ça s'insulte. Donc là, il y a effectivement cette codification, mais qui ne laisse pas le temps, finalement, qui recouvre le sentiment, qui recouvre l'intimité, la sexualité, le désir, ce qui est presque une métaphore constante de l'explosion intérieure des sens du corps qui est le corps adolescent, qui est en plein éveil. Et c'est la langue, et c'est par la langue et la rapidité, la joute, que finalement s'entend dans tout le film l'explosion du désir. Ça c'en est presque un film érotique. De l'autre côté, on a une autre langue, une langue qui creuse un gouffre absolu, une langue que tous les personnages n'arrivent pas à maîtriser. Grimaud va absolument pas parvenir à s'identifier à cette langue et même à l'accaparer. C'est une langue, pour la saisir, la professeure et celle qui en parle le mieux lui dit: il faut sortir de soi, il faut que tu sortes de toi, il faut que tu sortes de ta condition quelque part, cette condition en même temps, elle la rappelle, qui est constamment là et à laquelle les personnages de Marivaux sont presque soumis, mais il faut que tu sortes de ce conditionnement et donc de toi pour attraper cette langue. Il n'y arrivera pas et il n'y arrivera pas et il sera le perdant de l'histoire. Ceux qui dans le film parviendront à saisir cette langue, qui est une langue articulée, qui prend du temps, qui donne le temps aux sentiments d'émerger et donc au corps et aussi à la précision des sentiments de se dire, et donc au couple et à l'amour, puisqu'il n'y a pas de trame dans le film, sinon cette analyse perpétuelle des sentiments, mais au couple de se former. C'est ceux qui vont parvenir à s'accaparer de cette langue qui vont finalement être les grands gagnants et parvenir, grâce à cette langue, à faire, et on le verra à la fin du film, je vais très vite, mais à faire cohésion. Et c'est à travers le théâtre et de la représentation que soudain toute la cité, pour la première fois dans le film, se retrouve. Femmes, hommes, justement cette mixité dont te parle, cette barrière hétérosexuelle qui est rappelée constamment, adolescents, parents, petits frères, petites sœurs, couples. Tout d'un coup, tout le monde se retrouve réuni, comme appelés, et comme s'ils étaient effectivement, soudain, comme si à travers cette langue, tout le monde parvenait à faire un corps ensemble. Ça, c'est un des détails du film, mais important à souligner. Le théâtre gagne. Le théâtre sort gagnant. Et alors, voilà. peut-être, avant de donner la parole à Yael sur le vocabulaire, sur le mot, tu en as déjà dit quelque chose tout à l'heure autour de pute, PD, etc. Peut-être pour poursuivre, Tiffany, quelques mots autour du corps, autour du désir, autour, même si ce mot-là n'est pas employé, de la sexualité, ces gros plans très impressionnant dans le film, sur la bouche, sur les yeux, sur les visages. Est-ce que c'est là que ça se situe, la question du désir, de l'éveil, de l'amour, de la sexualité ? En tous les cas, c'est l'œil de Keshish. Grimaud, les sentiments les plus puissants du film traversent le film et émerge à l'endroit du silence, et ce sont et de la contemplation en très 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 gros plan du corps de l'autre, ou alors à un moment donné effectivement Grimaud regardant le balancement des arbres, mais là on n'est pas sur de l'amour, on est sur la révélation de la puissance de sa sensibilité, mais qui n'arrive pas à s'offrir autrement que par ce regard silencieux. C'est dans le film, alors après vous avez la larme de Magali, vous avez la larme de Frida au moment, j'ai pas le temps de parler de cette séquence tellement importante des flics à l'extérieur de la cité. Vous allez avoir le temps, je vous le promets. La larme de Frida
pendant cette arrestation, cette violence, cette soumission induite par les flics. Mais vous avez comme ça, pendant tout le film est émaillé de plans très, 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 très rapprochés, absolument somptueux, rêvés presque, fantasmés, tellement ils sont presque peau à peau et qui parlent finalement, ces plans, de tout ce que le protagoniste qui regarde ressent et n'arrive pas à dire. Alors justement, sur dire, pas dire, moi j'ai quand même noté, j'aurais dû compter le nombre de putes, de salopes, de kiffs, de serrés, d'ambiancés, qui était un mot que moi je ne connais pas, de suceurs, de aussi tout ce qui se dit autour de la réputation, du respect, de cette jeune fille qui purait la merde parce qu'elle n'a pas de seins et pas de fesses. Voilà, moi c'est tout ce vocabulaire, tous ces échanges-là. Vous avez parlé, Tiffany, de joute verbale, mais c'est d'une joute verbale d'extrême violence. Qu'est-ce que la sociologue que vous êtes, Yael, peut en dire ? Alors, c'est clair que dans l'ensemble de la société, la place du vocabulaire et du vocabulaire autour de l'insulte et de la description du corps, et notamment des parties du corps féminin, elle est utilisée par tout le monde. Enfin, je mettrais bien au défi, quiconque dans la salle n'a pas utilisé un des mots, au moins un, à défaut ambiancé, mais je pense qu'il y a pire, utilisé par chacune et chacun d'entre nous. Alors, en rigolant, j'ai dit à Véronique, ambiancé, ça veut dire enjailler dans le langage de tes mauvaises filles. Voilà, donc si enjailler, vous connaissez pas. Ça, c'est le 19e, début 20e siècle. Voilà. Mais alors, sur la place des mots, dans ce film notamment, c'est un film où on voit peu finalement de scènes de violence explicite. Il y a 2 scènes un peu fortes de violence, mais excepté ces moments-là, c'est essentiellement autour des mots que ça va se jouer. Les mots, ils vont venir se définir la place qu'on a quand on les parle, mais la place aussi qu'on a et qui rappelle chacune et chacun quand on les reçoit. Et c'est ça qui est important peut-être dans ce film, c'est à qui sont adressés ces mots, de qui ça parle, et comment ça va venir participer à définir qu'est-ce qu'est une fille bien, qu'est-ce qu'est un mec bien. Alors il y a une situation comme ça à un moment, Magali, c'est une fille bien parce que ça fait longtemps qu'elle est avec Crimo. Et le fait d'être un couple populaire au sens connu de tous et stabilisé, sur lequel il n'y a pas d'autres histoires qui gravitent, ça donne la légitimité à ce couple pour servir de couple un peu magistral pour la bande, pour les 2 bandes, pour en fait tous les jeunes qui sont autour. Et puis quand ça casse, ça met le boxon parce que d'un seul coup, ce fameux couple bien, qui c'est qui est plus bien dans ce couple ? En fait, il ne s'est rien passé, elle ne l'a même pas trahi, lui non plus. Donc on ne peut même pas dire que Magali est devenue une pute ou que Crimo est devenu un bâtard. Mince. Et donc voilà, et on va voir comment ces mots-là sont réappropriés, mais vont participer à se situer. C'est là où on voit notamment dans les groupes à l'adolescence qu'il n'y a pas forcément... Enfin, il y a une très forte solidarité, comme on peut voir là, jusqu'à ce que l'une ou l'autre du groupe se fasse définir comme, et plutôt chez les filles, si dans un groupe de filles, il y a une fille qui est décrite comme pute, ou qu'à ces qualificatifs-là, hop, elle va devoir être exclue du groupe au risque que le groupe entier se fasse qualifier de pute. Et donc, on va voir combien les effets de réputation sont des allers-retours entre la réputation individuelle et la réputation collective. Et ça va être pareil chez les garçons. Un élément juste qui me semblait important de souligner dans cette question de vocabulaire, mais aussi de place, à un moment, la prof, elle dit « il n'y a pas de hasard dans l'amour ». Alors clairement, oui, il y a beaucoup d'homogamie sociale, comme on dit dans le langage un peu technique de la sociologie. Et ce qui est important de se rappeler, c'est que les jeunes des classes populaires, et notamment les jeunes qui passent par les institutions, savent très bien que leur valeur sur le marché conjugal est moindre que celle des jeunes de classe supérieure. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans les enquêtes en sociologie et que nous, on a pu rencontrer sur une enquête qu'on a faite sur la sexualité des mineurs incarcérés, où les garçons nous racontaient combien ils essayaient de se faire passer pour des étudiants, passer pour pouvoir rencontrer des filles, aller draguer des filles dans les quartiers où il y a des filles dragables, en fait. Mais c'est-à-dire le centre-ville, c'est-à-dire là où ils n'habitent pas. Et je vais vous donner comme ça une anecdote pour terminer, avant que Véronique me grille complètement au niveau du temps. Mais c'est comme ça un garçon qui est, on va dire, normalement... je vais l'appeler Jamel, je crois que je l'ai appelé comme ça dans l'enquête. Donc Jamel m'explique comme ça qu'il va draguer les filles en centre-ville. Tu sais, les filles blanches avec des sacs Eastpak, les petites étudiantes, là. Donc Jamel, il a arrêté l'école depuis longtemps, il a fait plusieurs phases d'incarcération. Quand je le rencontre, il est en prison. Il est mineur,
Il a 17 ans. Et je lui dis, oui, alors raconte-moi comment tu fais. Il me dit, la dernière fois, j'étais avec un groupe et puis j'ai fait un accent latino et je leur expliquais que moi aussi, j'étais en école de commerce et que j'arrivais de Colombie. Et sauf que, non, il leur a dit il venait du Mexique, c'est ça. Il leur a dit qu'il venait du Mexique et que c'est pour ça que, il était à l'aise, puis qu'il était typé, très brun, mat de peau, tout ça, le côté latino. Et donc les filles l'écoutent, lui persuadé que son mensonge continue, et donc il s'enfonce encore un peu plus dans son mensonge en disant « Oui, alors parce que moi, à Medellín, et sauf qu'il est avec des filles de classe sup, avec un capital scolaire et culturel extrêmement élevé, qui lui disent « Mais Medellín, c'est pas en Colombie, c'est pas au Mexique ?» Et là, Jamel s'est fait avoir à son propre piège. Et pour autant, ce qu'il aspirait, c'était pouvoir enfin sortir avec des filles qui ne sont pas des filles de sa classe sociale, qui ne sont pas des filles de son quartier, tester sa valeur aussi. Tester sa possibilité de pouvoir sortir avec des gens d'une autre classe sociale, d'un autre quartier. Et là, c'est ce qu'on voit dans ce film-là, c'est que finalement, tout se passe dans un environnement assez clos, assez fermé, autour de la cité d'habitat social, autour du collège dans lequel ils habitent, où on a l'impression quand même que le collège est situé à quelques mètres, finalement, de la cité d'habitat social, puisqu'on ne les voit jamais en mobilité, on ne les voit jamais en déplacement. On les voit vraiment toujours en train d'être là, à ce moment-là. Oui, c'est déjà quelque chose que vous aviez noté tout à l'heure, Tiffany. Et peut-être alors pour reprendre, parce qu'il y a plusieurs scènes qui me semblent être des scènes un peu emblématiques dans le film, mais en particulier, et d'ailleurs ça a beaucoup réagi dans la salle, cette scène de la voiture, cette scène de la confrontation, où il faut quand même que Lydia finisse par dire oui ou non. Est-ce que, Tiffany, vous pouvez un peu nous raconter de manière cinématographique ce qui se joue là, ce que met en place Kechiche dans cette scène de la voiture? Oui, alors cette scène de la voiture, c'est l'apothéose, c'est la catharsis, mais c'est aussi une scène qui arrive, donc elle se situe à l'extérieur de la cité, et c'est très intéressant. Il faut quand même que je revienne un tout petit peu en arrière. Pendant tout le film, on est sur du théâtre, je vous l'ai dit. On a la cité comme lieu, presque arène théâtrale, dans laquelle va comme dans une pièce de Marivaux, parce que vraiment, on est, et c'est formidable dans ce film, c'est que Marivaux et la langue de Marivaux et ce que raconte Marivaux est d'une actualité prégnante. Il faut bien le souligner, c'est que cet enclavement et ce conditionnement social, ça existe pour les personnages de Marivaux. Le maître, les riches se retrouvent avec les riches, les serviteurs se retrouvent avec les serviteurs, même quand bien même ils se déguisent, ils se reconnaissent. On est sur quelque chose d'une presque, voilà, ils sont condamnés à leurs propres origines. Et dans ce film, les personnages sont quelque peu condamnés d'une certaine façon. C'est assez terrible. Il n'y a qu'une seule porte de sortie, c'est ce qui se joue autour du théâtre. Alors pourquoi j'ai fait ce petit détour pour parler de la scène de la voiture? On se retrouve à l'extérieur après donc presque 30 actes à l'intérieur, et la façon qu'il va avoir de filmer cette scène est incroyable. Elle est totale. Alors là, elle est 270% théâtrale. Elle en est presque drôle. Sortie cour, sortie jardin. Déjà, la difficulté pour effectivement faire en sorte que les deux protagonistes se parlent, il y a carrément une chorégraphie, un ballet qui se joue sur les entrées et les sorties des personnages, sur ce qui va devenir, la voiture va devenir la scène de théâtre. Tout d'un coup, dans la fin de ce film, la voiture devient le lieu et l'espace scénique du film. Donc, les personnages ont du mal à savoir. Donc, il y en a un qui rentre, un qui sort, jusqu'à ce qu'après, ça dure longtemps. Donc là, on parle de la place, évidemment. Il y a une sorte de métaphore sur la place de chacun dans sa propre histoire, la place de chacun dans la société, et l'un par rapport à l'autre, la place du garçon par rapport aux filles. Il y a toutes ces places-là qui se jouent autour de cette voiture et de la scène. Puis, ça y est, ils ont enfin trouvé leur place. En tout cas, Fakhri décide, il coupe, et donc on se divise entre les deux protagonistes qui deviennent les personnages, qui prennent place et qui s'asseyent sur la scène, et le public. Et c'est complètement filmé comme ça. Vous avez les trois personnages qui tout d'un coup regardent et assistent à la pièce de théâtre, et avec qu'est-ce qui va se passer, et qui commencent à commenter. Qui commentent
comme le font les valets et les confidents dans les pièces de Marivaux. Parce que les riches, les valets, les riches ou les pauvres, il y a constamment ce mouvement entre les sentiments des personnages, et qui crée le mouvement, ce sont les serviteurs qui deviennent ici le public. Le public qui assiste et qui attend la résolution. Cette résolution qui ne va pas venir, pourquoi ? Cette émergence du sentiment tant attendu qui ne pourra pas venir, parce qu'elle va être, le mot, interrompue de façon extraordinairement brutale par l'ordre social. L'ordre social, évidemment, incarné par les flics. Et qui vont, et là je passerai la parole à Yael, qui dans une scène identique d'ailleurs, de mise qui vont sortir de la scène les personnages, qui vont prendre le public, qui vont les assigner, les menotter, les entraver, leur interdire de parler. Fakri essaye de raconter ce qui s'est passé. Il y a une injonction, une interdiction de dire. Et très intéressant du point de vue, Kechiche insiste, c'est que la culture, elle n'est pas pour eux. Et comment il le traduit, c'est que lorsque la fliquette trouve le livre de théâtre devient l'instrument de violence, puisqu'elle va gifler Frida avec ce livre en disant « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que tu fais avec ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Ne pouvant même pas imaginer que... Donc c'est là le préjugé qui va devenir... c'est absolument épouvantable cette scène, puisque c'est ce préjugé très enfermant, totalement oppressant, qui interdit la possibilité, le moindre possible à ces jeunes, de la même représentation, l'idée même que ceux-là puissent avoir un livre de théâtre dans leur poche. Et cet enfermement-là, ça nous amène à Crimeau, parce que c'est ce regard-là qui pèse, ce poids, cette oppression qui est quand même partout présente dans leurs discussions, parce qu'il n'y a pas seulement entre putes, sa mère, bâtard, il y a également, tu fais du théâtre, tu t'imagines, tu vas te faire une réputation de bâtard, tu fais du théâtre, t'es un PD. Donc, il faut presque transgresser quelque chose. Le théâtre appartient encore à la culture bourgeoise, à quelque chose qui est impossible. Et c'est Lydia qui est porteuse de cette folie et de cette audace, la seule qui se balade en costume d'ailleurs dans toute la cité, et qui quelque part assume totalement la folie du théâtre bon, voilà, et qui transgresse, pardon, tout va bien. C'est tellement génial ce film. Alors, ce que je vous propose, c'est une dernière question pour Yael, et puis ensuite des questions pour vous. Vous auriez comme ça presque un gros quart d'heure pour pouvoir poser vos questions, votre regard, vos réflexions par rapport à ce film. Yael, alors, on sort un tout petit peu de l'éducation sentimentale, mais cette scène, elle est quand même cruciale dans le film, cette scène avec la police, et puis ce cut où on passe tout de suite après au théâtre. Là encore, quelques mots sur... voilà. Et puis aussi, peut-être, excuse-moi, quelques mots aussi sur la scène dans la salle de classe, entre la professeure qui, en forme d'injonction, demande à Gizmo de sortir de lui. Oui, alors la scène de la police, moi, elle fait suite à plein de films qui ont porté sur les cités d'habitat social. C'est un film qui fait suite après La haine, Ma cité va craquer. Enfin bon, voilà, c'est un peu comme si Kechiche il s'était un peu imposé de parler de la police alors que c'était pas indispensable. Les flics jouent pas particulièrement bien. Moi, le seul truc que j'ai trouvé hyper intéressant dans cette scène, c'est qu'est-ce qu'elle ne sort pas de ses poches. Qu'est-ce qu'elle ne sort pas ? Elle ne sort pas un Tampax de ses poches. Et pour moi, travailler beaucoup sur la question. Et puis, du côté de la prof, ce qui me semblait intéressant, c'est une phrase qu'elle dit à un moment, elle reproche à Crimeau, puis elle lui dit, mais exprimez du plaisir. Mais en fait, tout le film, il est autour de l'expression publique du désir et du plaisir. Et de comment on fait. Alors voilà, Crimeau, il dit rien, et donc il devient chelou. Et comme il est chelou et qu'il dit rien, ses copains comprennent très vite qu'il kiffe une meuf. Quand un mec dit rien, qui devient chelou, c'est qu'il kiffe une meuf. Il traîne plus avec ses potes, il s'enferme un peu, tout ça. Tout ça, c'est des indicateurs voilà. Chez une fille, on dirait elle a un problème, elle s'est fait agresser éventuellement. Et à l'inverse, on va reprocher à Lydia que si elle le kifferait vraiment,
elle lui ferait pas subir tout ça, c'est-à-dire l'esquiver et pas lui répondre. Et donc, il y a tout un enjeu autour de comment doit s'exprimer, comment s'exprime, et comment chacun doit s'exprimer autour du désir, et notamment en lien avec la sexualité, et combien chaque personne du groupe de pairs, dans les sphères de sociabilité qui sont les leurs, ont leur mot à dire sur comment les autres devraient faire. Et donc, ça va venir finalement embringuer toute la situation et faire que la situation ne se passe pas comme elle aurait dû se passer, à savoir que Crimo et Lydia sortent ensemble, mais qu'ils ne sortent toujours pas ensemble à la fin du film, et heureusement. Alors, on a un bon quart d'heure pour répondre à vos questions. Donc, c'est toujours la première question qui coûte. Donc, moi, j'ai juste une question. Est-ce que vous avez trouvé que c'était hyper daté comme film ? Ou est-ce que parmi les publics que vous avez pu croiser, ou les jeunes que vous connaissez, et les profs que vous connaissez, c'est plutôt... si on rajoutait des smartphones, ça serait un film d'aujourd'hui ? Il y a eu des oui de la tête, mais vous pouvez raconter. Hein. Alors, 15 ans, c'est beaucoup. Est-ce que c'est 15 ans que vous avez senti passer ça par rapport à vos expériences sur le terrain ? Oui, il y a un oui là. Du coup, est-ce que vous pouvez développer ? Ouais, c'est... la jeune femme qui est là, voilà, qui lève le doigt. La main, voilà. Merci beaucoup. C'était par rapport au 3310, en fait. Ah, d'accord. Vous m'avez entendu ? Non. D'accord, ouais. Par rapport au téléphone portable. Non, on parlait beaucoup plus fort. Par rapport au téléphone portable 3310, ça rappelle des souvenirs. Et puis par rapport au... et daté, alors au niveau relationnel, comme dit la collègue, non. Mais au niveau de l'image, effectivement, on voit que c'est un peu plus ancien. Alors, au niveau du téléphone portable, ça, on est tous d'accord. Et au niveau de... Vous dites, là où c'est pas daté, c'est les relations entre les jeunes, c'est Oui. ça ? Là, Comment vous ils sentez parlent, quelque comment ils chose s'expriment. qui traverse la décennie ? Oui, tout à fait. Comment ils parlent, comment ils s'expriment, comment ils sont en interaction entre eux. C'est vraiment... Enfin, c'est toujours comme ça. Et voilà. Il y a une question là-haut. Aurélie, de l'autre côté de la salle, là. Enfin, de l'autre côté de l'amphi, excusez-moi. Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, je trouve que, donc, oui, le film a vieilli. Je pense que le langage n'est plus le même que... Il faut que vous parliez un tout petit peu plus fort et tout près de votre micro, désolé. Vous m'entendez là ? Ouais. Du coup, je trouve que oui, le film a vieilli, que c'est plus du tout le même langage, mais je pense que les problématiques sont toujours les mêmes et qu'aujourd'hui, je suis pas sûre qu'une fille sortirait son tampon comme ça sur la table sans problème et que les problématiques de genre, même si elles ont évolué, elles sont toujours présentes et ouais, je pense que les problématiques perdurent, quoi. Okay. Donc les problématiques de genre qui perdurent. Qu'est-ce que Yael, tu dirais, toi, entre le travail de terrain que tu peux faire aujourd'hui et ces 15 ans en arrière ? Et puis ensuite, est-ce que peut-être du coup tu pourrais développer, après s'il y a d'autres questions, mais aussi sur une comparaison, là ça nous sort un peu du film, hein, entre cité, ville, et ce que toi là tu viens de travailler autour de la campagne ? Oui, alors sur le genre, je pense que si Keshish refaisait un film aujourd'hui, ce qu'on ne souhaite pas forcément, parce que bon, il y a quand même des histoires un peu compliquées autour du tournage de ces films. Mais s'il faisait un film aujourd'hui, je pense qu'il y aurait quand même la place de couples, ou en tout cas de relations, d'attirance LGBTQI, potentiellement, qui sont complètement absents, y compris même juste dans les discours. Hein. Il n'y a personne qui sort avec une personne de même sexe. Enfin, voilà, c'est même pas évoqué, ça fait pas partie. Voilà, et c'est quelque chose qui, malgré tout, est bien plus présent dans les discours des jeunes, et y compris des jeunes de milieu populaire, et y compris dans des discours des jeunes de milieu populaire d'habitat social.
Après, rapidement, pour faire le lien avec les enquêtes et les enquêtes sur lesquelles moi je peux travailler, et l'enquête que je viens de terminer sur les filles du coin, notamment sur la place des couples, en fait, on voit, et là-dessus ça perdure, mais ça date pas de 2004 et ça date pas de 95 et ça date pas non plus de 80, sur la place des couples populaires et qui vont faire les réputations des deux partenaires et qui vont faire aussi les processus de classement des jeunes entre eux et de déclassement des jeunes entre eux. Et sur les filles du coin, par exemple, moi, ce que je vois bien, c'est combien une fille, elle peut se faire déclasser parmi le groupe des filles dans un même village et se retrouver finalement marginalisée dans ses relations affectives, amoureuses, sexuelles, mais aussi déclassée après dans l'ensemble des réseaux du village, notamment le réseau du travail, par exemple. C'est plus à elle qu'on va penser, c'est plus elle qui sera pistonnée pour avoir tel ou tel job pendant l'été, et ainsi de suite. Et en fait, on va voir combien finalement, et ça, là, ils sont un peu jeunes dans le film, mais finalement, combien le fait de sortir avec quelqu'un qui a une voiture, ça permet de sortir de la cité. Si on sort avec quelqu'un de son âge quand on est une fille, on a moins de chance. Les filles sortent de toute façon, on le sait statistiquement, avec des partenaires légèrement ou voire vraiment plus âgés, ce qui leur permet aussi de sortir et d'accéder à d'autres sphères de mobilité. Et donc, on va voir comme ça des éléments qui sont un peu dans le film, mais qui ne le sont pas tant que ça, avec des points communs sur les milieux sociaux. Avec, il y a un moment où Crimo, il rentre chez lui, il n'a pas mangé, clairement, il mange un yaourt. Et cette scène-là, elle est très parlante quand on fait de la promotion de la santé. Hein. L'alimentation, alors je fais le clin d'œil avec le tout début, mais sur la place des repas dans la famille, la maman, elle dort sur le canapé, elle n'en peut plus, elle est épuisée. Et l'adolescent, il rentre, il prend un yaourt, il va aller se coucher. Et donc, ça dit aussi beaucoup des conditions de vie. Il y a beaucoup de choses sur les conditions de vie dans ce film-là, hein, où on voit la place même si on ne voit pas beaucoup les intérieurs, on voit quand même des choses dans les intérieurs. Il n'y a pas une méga bibliothèque avec méga des films dans tous les sens et méga des livres, et donc tous les livres de Marivaux auxquels seraient habitués les enfants. C'est des choses qu'on va retrouver chez les filles en milieu rural, avec la place de la télé, y compris à l'heure d'Internet aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui? Alors, oui. Ça, le micro va arriver tout de suite. Oui, pendant que le micro arrive, je disais que la place aussi dans ces appartements, la langue qu'on entend, c'est la langue, la radio, c'est une langue arabe ou une langue de chanson espagnole ou alors une chanson des pays de l'Est. C'est très intéressant qu'Eshish a choisi d'avoir constamment d'autres langues qui habitent le terrain de l'appartement. Et ça, il y a 3 langues dans le film. Hein, voilà. Je voulais le spécifier. Allez-y. Bon, c'est pas vraiment une question, mais juste pour compléter un peu ce que vous dites. Bon, alors déjà, moi, l'esthétique de Keshish, j'ai beaucoup de mal. Voilà, la manière dont c'est filmé, etc., je suis pas très sensible. Cependant, concernant le fait d'être dans la cité, qu'il y a peu de présence de l'adulte et qu'ils sont vraiment qu'entre eux, je trouve que ça renforce un peu l'idée narcissique des jeunes où vraiment ils sont entre eux dans leurs histoires, les choses comme ça. Et aussi le fait qu'ils crient beaucoup, où c'est vraiment exprimer ses émotions un peu difficilement avec des mots forts, etc., en criant pour se faire le plus entendre possible. Donc je trouve que ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le film, ce qui est aussi compliqué à suivre parce que on ne comprend pas tout ce qu'ils racontent. Au-delà du vocabulaire, mais sur l'articulation des choses comme ça. Et je trouve que ça renforce l'idée on va crier au maximum pour se faire entendre, mais sans trop s'écouter les uns les autres. Voilà. Et ça, selon vous, c'est caricatural ou c'est quelque chose que vous reconnaissez ou c'est une marque de l'adolescence? Votre sentiment par rapport à ça? Je trouve que c'est un petit peu extrapolé, mais ça reflète quand même un peu la réalité vraiment de ce côté où dans l'adolescence, on a besoin de se faire entendre et de se faire voir, etc. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Tiffany, de ces cris omniprésents dans le film, de ces mots qui sont parfois avalés? C'est une mise en scène. C'est clair qu'il nous donne l'impression d'être dans un documentaire et presque dans le réel. On n'est pas dans le réel. Il y a une grande mise en scène dans le film. Il n'y a effectivement aucun adulte qui traverse cette cité. Quasiment pas. Il faut vraiment avoir un œil. Il faut avoir vu 3 fois le film pour voir tout d'un coup un adulte, mais qui passait sans doute par hasard et qu'on n'a pas pu écarter du champ de la caméra. Donc déjà ça, le fait qu'effectivement il ne filme, alors les groupes
il les filme donc en plan très rapproché, et puis je pense qu'il les lance. Et au fait, lui, il va choper, je pense qu'il lance des sujets et il les a fait tourner en boucle et il les chope. Et puis, il ne sort jamais du groupe. Il y a tout d'un coup un personnage du groupe qui va sortir. Et il plante sa caméra, il laisse partir le personnage, il le rattrape, et ce personnage va chercher lui, soit parler à un autre groupe. C'est une grande mise en scène, c'est un grand espace qu'il occupe, et il va s'évertuer effectivement à ne mettre aucun... Il va pas, les adultes, c'est les pères qui sont soit absents, soit en prison. Les mères, elles sont à l'intérieur, donc on les voit quasiment pas. Donc on est quand même sur une mise en scène. Et je pense qu'il veut absolument nous faire expérimenter ce bain de langage, et surtout expérimenter au bout de 10 minutes de film l'immense gouffre dès lors qu'un autre langage émerge, qui est celui de Marivaux, et qui est un langage hyper construit, hyper classique, tempéré, et qui vient et hyper précis. Et donc là, c'est cette expérience-là, je crois, que Kechiche veut nous faire vivre avec sa caméra. Il n'y a pas d'esthétisme, et c'est volontaire. On n'est pas sur un... c'est un esthétisme en soi, de ne pas vouloir faire d'esthétisme, mais il y a vraiment l'idée d'une plastique inexistante. Et d'ailleurs, même qu'on a volé les images. Parce qu'il n'y a presque pas d'éclairage. Hein. Quand on suit Crimeau dans les escaliers juste avant la rencontre avec Lydia, ça tourne dans la cage d'escalier, il le suit caméra à l'épaule, de dos, on voit quasiment rien. Voilà, dans des couleurs, le grain est complètement éclaté, lumière verdâtre, orangée. Il n'y a que pendant ce moment où il y a un peu de verdure, d'ailleurs, un des rares endroits, qui est le seul cercle du film, et qui est à l'intérieur de la cité. Et ce cercle, c'est là où il joue, c'est la place du rêve, je continue de le dire, la place de ce voilier, c'est l'échappatoire. Hein. C'est vivement le voilier, cette phrase que prononce Crimeau. Ce voilier-là, ce voilier du prisonnier, c'est le théâtre, c'est le costume, c'est la représentation dans un autre que soi, et une sorte de projection. Les filles parlent, on n'en a pas parlé, mais ça m'intéresserait, de leur futur. La façon dont elles parlent de leur futur, c'est absolument... Alors c'est très drôle, et en même temps c'est assez terrible, ce futur entre la comédienne et une actrice. Les garçons, pareil, il y a cette projection, mais cette projection, en fait, qui est environnée voilà, où le langage, tout d'un coup, les coince. Et on sent que Kechiche veut souligner ça. À tous les endroits, il veut souligner à quel point ces enfants, ces jeunes, sont enfermés par cette langue, qui devient presque un espace. Voilà. Parfait. Yael, peut-être un mot pour conclure sur cet enfermement et cette condamnation à la condition sociale. Et puis, il sera l'heure de se retrouver autour du buffet dînatoire pour continuer à Du coup, converser. j'ai les mots de la fin. Non, juste voilà. pour répondre à la personne, là, juste peut-être plutôt sur... peut-être le truc sur lequel il se reprend les pieds dans son propre tapis, c'est la place des cris des filles, en fait, où il ne vient pas re-questionner, et il vient renforcer les représentations stéréotypées du fait qu'il n'y a que les filles qui bavardent, et qu'il n'y a que les filles qui ont des discours très enveloppés, très, très vivants, et voilà, à tel point qu'on ne comprend rien à ce qu'elles racontent les 3/4 du temps, hein. Mais elles crient, elles se surcrient et tout ça. Et ce n'est pas quelque chose sur lequel il va mettre en scène de la même manière les garçons. Les garçons sont bien plus posés. Les filles se touchent entre elles quand elles sont en groupe. Les garçons sont plutôt debout et distants. Les filles sont assises. Et en fait, ça m'a fait penser à plusieurs articles de sociologie où on revient sur la représentation genrée, y compris dans les groupes adolescents, et la représentation qu'on donne des adolescents aux adolescents. Et des adolescentes aux adolescentes. Et donc de la manière dont on attend de construire et de participer à construire les rapports de genre dans la mise en scène qu'il y aurait à avoir dans les groupes, et qu'est-ce qui est légitime quand on est un garçon. Est-ce qu'on peut se toucher, se coller? Est-ce qu'on peut être assis les jambes dans les uns dans les autres comme elles font les filles dans ce film-là ou pas? Et est-ce que d'un coup on y verrait de la sexualité ou pas? Et là on n'y voit pas de la sexualité alors que potentiellement pourquoi pas? Et donc il y a peut-être aussi des éléments comme ça sur lesquels ils pensent être justes
et à mon avis sur lesquels il vient renforcer un ordre de genre déjà sur lequel il est très convaincu, assez hétérosexiste. Voilà. Eh bien, on va terminer sur l'hétérosexisme de Keshish en vous souhaitant une très bonne fin de soirée. Je vous le redis, le buffet, normalement, maintenant, devrait être servi puisqu'il est 20h15. Et à demain, bien sûr, pour continuer ce cycle de cinéma. Merci beaucoup pour votre attention et vos questions. Et merci à nos invités.